J'ai appris à nager dans les eaux troubles de la mer du Nord, où reposent les vestiges de 5 siècles de batailles navales. Ce monde d'épaves englouties m'apparaissait d'autant plus fascinant qu'il était caché. En plongeant, j'ai réalisé l'ampleur des débris militaires que le XXe siècle y a laissés. Car en mer du Nord et en Baltique, les Alliés ont volontairement coulé des navires transportant des centaines de millions de tonnes d'armes chimiques. Aujourd'hui, nous multiplions les commémorations des 2 guerres mondiales, tandis que sous l'eau, les fuselages métalliques qui confinent ces substances se corrodent. Si nous n'agissons pas, les scientifiques prédisent une catastrophe sans précédent. Les munitions tuent en silence, car les composants chimiques continuent à se répandre en mer. Pourquoi ces armes chimiques ont-elles été déversées dans la mer? Comment pouvons-nous réagir afin de protéger les hommes et l'environnement avant qu'il ne soit trop tard? Car ce terrible héritage est prêt à ressurgir, comme si l'eau salée empêchait les cicatrices de l'histoire de se refermer. Au début du XXe siècle, la mer du Nord devient le lieu d'affrontement des nations industrielles. La France, les Pays-Bas, le Royaume-Uni, la Belgique et l'Allemagne y livrent bataille pour l'hégémonie commerciale et politique. La première guerre industrielle d'Europe voit se développer de nouvelles armes, comme le sous-marin, l'avion, les tanks et les funestes armes chimiques. Une arme chimique, c'est 2 choses. C'est d'abord un agent toxique, c'est-à-dire une substance capable d'avoir un effet toxique sur sa cible, en l'occurrence l'homme, puisqu'on est dans le cadre de conflits humains, j'allais dire. Et il faut que cet agent toxique soit couplé à un système de dissémination. Ça peut être une bombe, ça peut être une roquette, ça peut être un aérosol, ça peut être une grenade. Elle a une dimension quasiment psychologique, psychiatrique, très très forte. Elle fait très peur. En remplacement du fracas habituel des assauts d'infanterie, j'imagine le silence de mort d'un nuage vert de 168 tonnes, déferlant sur les lignes françaises et intoxiquant instantanément près de 15 000 soldats. C'est en 1915 que les Allemands utilisent pour la première fois les gaz de combat à base de chlore, près de Ypres, dans les Flandres belges. Le monde venait d'entrer dans l'ère des armes chimiques. Durant la Grande Guerre, tous les belligérants développent des gaz de combat. Les soldats s'en protègent avec des masques plus ou moins sophistiqués. Les substances sont détectables à leurs odeurs. Le phosphore sent le foin fraîchement fauché. Le gaz moutarde, aussi appelé hypérite en souvenir de son utilisation meurtrière à Ypres, sent l'ail. La léwisite a le parfum des géraniums. Et le cyanure d'hydrogène évoque les amandes amères. Ces indices olfactifs seront corrigés par les chimistes allemands. Et la prochaine génération de gaz tuera en toute discrétion. Je me suis demandé ce qu'étaient devenus ces arsenaux toxiques après l'armistice. Ma première surprise a été de découvrir que l'accès aux archives militaires françaises était interdit. En revanche, dans les archives de l'armée royale de Belgique, j'ai retrouvé un document de mai 1919
conseillant au ministère de la Guerre de débarrasser son territoire des munitions abandonnées, et notamment les gaz asphyxiants. Il y est précisé que le moyen le plus efficace est de noyer ces munitions en mer. Le ministre ordonne alors de déverser les 35 000 tonnes d'armes chimiques sur le banc de sable du Paardenmarkt, à une encablure de la plage huppée de Knokke. Parce que ce site est très proche d'une zone densément peuplée, il est aujourd'hui l'un des mieux documentés d'Europe. Les sites d'immersion sont là depuis longtemps, depuis 1919, quand des munitions ont été trouvées en Belgique après la Première Guerre mondiale. C'était surtout des munitions allemandes. Il y a eu de nombreux accidents, des explosions, donc il fallait se débarrasser de ces dangereuses munitions. Ils ont choisi de les déverser très près du rivage, afin qu'ils puissent utiliser de petits bateaux. Ils n'auraient pas à aller très loin, car il était très dangereux de transporter beaucoup de munitions chimiques sur une longue distance. « 35 000 tonnes d'armes chimiques. C'est l'équivalent de plus d'1 millier de nos semi-remorques actuelles. Enfouis à quelques centaines de mètres du port industriel de Zeebrugge et de la plage de Knokke. En plus du danger que représente cette proximité, la profondeur du site est extrêmement faible, avec certaines zones du dépôt à moins d'1 mètre. Aujourd'hui, les courants ont couvert les bombes d'une pellicule de sable et de sédiments marins. Est-ce l'opacité de la mer du Nord ou les aléas d'une histoire mouvementée qui ont fait disparaître ce site des mémoires? Cela a pris fin, je pense, au printemps 1920. Mais tout le monde l'a oublié. Jusque dans les années 1970, lors de travaux d'entretien sur le port de Zeebrugge. Lorsqu'un dragueur a heurté de gros obstacles au fond de la mer. Disons que c'est quand même une partie de notre patrimoine historique. C'est un relique d'une guerre qui a quand même énormément affecté nos contrées, la Flandre, la Belgique, la France. Et tout à coup, on est confronté à une trace qu'elle a laissée. Aujourd'hui, la position officielle est d'affirmer que les responsables de ces déversements n'étaient pas au courant des dangers potentiels. Pourtant, dès 1919, le bourgmestre de Knokke s'est alerté à l'idée de déversement chimique face aux plages de sa commune. Il rédige alors un courrier au ministre de la Guerre, dans lequel il livre ses inquiétudes pour la santé du littoral et l'avenir de la pêche côtière. Celui-ci lui répond sèchement « C'est la solution la plus rapide et les dangers évoqués ne se présenteront pas. » Pourtant, on sait maintenant que leur dégradation dans l'eau peut aggraver leur nocivité. Le principal danger vient du clark, qui est composé d'arsenic. La plupart des produits chimiques, en se décomposant dans l'eau, restent extrêmement toxiques. Ils peuvent rester toxiques très longtemps. Le gaz moutarde, ce n'est pas un gaz. Aucun de ces gaz n'est vraiment gazeux. C'est comme un liquide très épais. Et s'il est dans l'eau de mer pendant longtemps, il deviendra cassant et dur. Il deviendra alors une sorte de boule. Cette masse est très toxique, mais elle reste sur le sol. C'est un problème, mais très localisé. Ça ne se répand pas très loin. Pour des raisons de sécurité, il est interdit de pêcher et de jeter l'ancre dans la zone. Mais la navigation n'y est pas interdite. Et j'y vois toujours voguer l'école de voile de mon enfance.
La plus grande menace est un naufrage sur la zone. D'ailleurs, en 2001, un porte-container s'est échoué à proximité du site. Si l'étrave du navire avait labouré les sables du Pardonmarkt, le bateau aurait probablement déclenché une explosion contaminant les côtes de Belgique, de Hollande, de France. Faut-il attendre une catastrophe maritime sans précédent pour aller inspecter l'état de corrosion des obus? En 1972, un rapport concluait que le fuselage des munitions était relativement en bon état. Mais 40 ans plus tard, nous n'avons aucune idée de l'état des fuselages. Et c'est une chose que nous aimerions savoir. Les fuselages sont peut-être encore intacts, ou peut-être qu'une grande partie est déjà corrodée. Il y a peu de pays où un seul site a fait l'objet d'études répétées de manière aussi soutenue, sachant quand même que, bon, nous avons le bonheur de n'en avoir qu'un, donc on a pu se focaliser sur ce site, et sachant qu'ailleurs dans le monde, la dimension du problème est beaucoup plus grande. Toutes les côtes de la mer du Nord et de la Baltique sont touchées. Et de nouveaux sites apparaissent. Dans la mer du Nord, on dénombre une 50aine de sites identifiés. Mais ce chiffre ne tient pas compte des nombreux déversements oubliés. Il est donc impossible de recenser précisément tous les sites de dépôt. La France, qui est pourtant le pays le plus touché par les immersions, entrave toute tentative d'accès aux informations de déversement. C'est encore dans les archives belges que je découvre un courrier du ministère de la Guerre conseillant de s'inspirer des méthodes anglaises et françaises. Je ne suis apparemment pas le premier à mettre le nez dans ces papiers embarrassants, puisque la note de renseignement concernant la France a disparu. Je ne peux pas imaginer que la France ne possède aucun site de déversement pour les munitions conventionnelles ou les munitions chimiques. Peut-être y en a-t-il, mais nous n'en savons absolument rien. Il y a une véritable culture du secret en France, qui est encore très présente, qui est très différente des cultures anglo-saxonnes, où il y a une réticence à communiquer ces données, quand bien même elles ont 20, 30, 40, 50 ans, voire même 100 ans, de la part du ministère de la Défense. L'armée française refuse tout accès à ces archives classées très secret défense, le plus haut degré de classification militaire. En scrutant les cartes de navigation, je découvre une 60aine de zones interdites, le long des côtes hexagonales, dont celle face à Gravelines, où les Belges ont déversé des obus chimiques allemands. Les archives des journaux régionaux rapportent des immersions quotidiennes près de Dunkerque, à Boulogne-sur-Mer, alors premier port de pêche français, mais aussi à Cherbourg. La production d'armes chimiques se serait-elle interrompue après la Première Guerre mondiale? La France avait été victime pendant la Première Guerre mondiale de l'initiative allemande, et donc la politique française en matière d'armes chimiques a souvent été marquée après cette date par la volonté de ne plus jamais se refaire surprendre par les Allemands. Donc la France a réinitié dès 1921-1922 un programme chimique militaire important, et avec la montée des tensions au début des années 30, eh bien l'ensemble des belligérants, que ce soit la Russie, l'Angleterre, l'Allemagne, y compris les États-Unis, ont initié des programmes militaires chimiques relativement importants. Tout le monde s'attendait d'ailleurs à ce que une éventuelle Seconde Guerre mondiale ait une dimension chimique. Non seulement tout le monde pensait que la Seconde Guerre mondiale serait un conflit chimique, mais dès 1934, les nazis découvrent une nouvelle famille, les neurotoxiques, dont l'efficacité est 10 000 fois supérieure au gaz de la Première Guerre mondiale. La course aux armes chimiques reprend donc pendant l'entre-deux-guerres.
En préparation des bombardements contre l'armée soviétique, la Luftwaffe s'équipe lourdement de ces armes secrètes que l'Allemagne est seule à détenir. Et pourtant, ces frappes chimiques ne verront pas le jour, malgré l'assistance des hauts dignitaires nazis qui rêvent d'anéantir l'armée rouge après la défaite de Stalingrad. Évidemment, on se posera toujours la question de savoir si les Allemands avaient su que eux seuls détenaient la recette des neurotoxiques organophosphorés, peut-être la décision du Führer eût été différente parce que effectivement leur utilisation leur aurait probablement conféré un avantage absolument incroyable sur le champ de bataille, particulièrement sur le front de l'Est. L'hégémonie chimique allemande aurait probablement retardé la fin du conflit. Mais à l'été 1945, l'Allemagne est défaite sans avoir utilisé ses armes secrètes. Et son immense arsenal est récupéré par les Alliés. Les vainqueurs se réunissent à Potsdam, où une question embarrassante est soulevée. Que faire des 300 000 tonnes découvertes dans le sillage des vaincus? Comme après la Première Guerre mondiale, il est décidé de déverser ces armes chimiques en mer, mais cette fois dans des fosses de l'océan Atlantique à des profondeurs supérieures à 1000 mètres. Nous savons aujourd'hui que ces destinations lointaines n'ont pas été respectées, puisque les munitions ont été immergées dans la mer Baltique à une profondeur oscillant entre 40 et 100 mètres. Quelles sont les conséquences de ces déversements pour l'homme et l'environnement? Pour le découvrir, je me rends sur l'île danoise de Bornholm, où l'on recense le plus d'accidents. Il était d'autant plus facile de déverser en mer qu'on savait peu de choses des fonds marins. Dans l'Antiquité, on considérait même qu'ils étaient infinis, comme le ciel. D'ailleurs, ne trouve-t-on pas aussi des étoiles dans les mers? Pendant les manœuvres d'approche du turbopropulseur qui m'emmène sur l'île, je contemple le bleu saphir de la mer la plus polluée du monde. Après la Seconde Guerre mondiale, l'île reste occupée pendant 11 mois par l'armée rouge. Avant de partir, les Soviétiques déversent des dizaines de milliers de tonnes de gaz moutarde saisis sur le front de l'Est lors de leur percée vers Berlin. Je suis pêcheur depuis 50 ans, à Bornholm et aussi dans la mer du Nord. J'ai acheté mon premier bateau en 1972. Et depuis, j'ai toujours eu un bateau. Cela fait presque 45 ans. En danois, on dit gaz moutarde. C'est comme on dirait du sirop. Et si vous le mettez en contact avec les gens, il meurt en peu de temps, 5 minutes, et ils sont morts. C'est très puissant. On en a remonté dans la soirée, vers 6 ou 7 heures du soir. Il y avait aussi des bombes qui semblaient inactives. Le gaz n'était pas visible. Nous avons rejeté les bombes et puis nettoyé les poissons. Et nous avons été dormir. Je me suis réveillé vers 1h ou 2 du matin. Ça me brûlait, tout autour de mes mains. Et de plus en plus. Nous avons pris le chemin du retour vers le port, mais il y avait 6 heures de mer de la zone de pêche pour revenir au port. Et ça me brûlait de plus en plus. Croyez-moi, c'était insupportable. Toute cette partie me brûlait. Il n'y avait plus de peau. Donc on a greffé de la peau de mon estomac pour mettre sur ma main. On le voit bien là. Tous mes doigts bougent bien maintenant. Ça n'a pas toujours été le cas. Ici, vous avez la Suède, là c'est Bornholm,
Ici, la Pologne, et là, l'Allemagne. Et si on se rapproche un peu, là, vous avez Christians Island, à 12 miles marins de Bornholm. Et la zone est à environ à 12 miles marins à l'est de Christian Island, à l'endroit des 2 bateaux en jaune. On pêche encore dans cette zone maintenant, parce qu'il y a quand même des poissons. Les pêcheurs racontent que dans la zone d'interdiction, la concurrence entre bateaux est moins forte. Le problème, c'est que la pêche au chalut racle le fond marin et disperse encore plus les munitions, quand elles n'explosent pas. En 50 ans, plus de 600 accidents se sont produits sur cette poudrière sous-marine. J'ai perdu toute ma peau ici, sur les 2 mains. Et là, j'avais des plaies tellement profondes qu'on a dû me faire une greffe de peau. Quand ils ont appliqué le tissu, je croyais que c'était simplement pour laver les plaies. Donc je leur ai dit, c'est bon, vous pouvez l'enlever maintenant. J'avais l'impression de flotter tellement la douleur était intense. Mais il fallait le laisser. Il fallait le changer tous les jours. Et chaque jour, c'était comme s'il était incrusté dans la plaie. Alors il fallait tirer, puis en remettre un nouveau. C'était extrêmement douloureux. Et j'avais aussi eu du gaz dans les yeux, ce qui fait que je ne me souviens pas précisément de tout. Mais j'ai été presque aveugle pendant 1 mois et demi. Mes poings restaient fermés, comme collés. Je n'arrivais pas à faire bouger mes doigts. À l'époque, je fumais et heureusement j'avais sympathisé avec les infirmières. Elles passaient me voir plusieurs fois par jour pour m'aider à fumer. En ce temps-là, on pouvait encore fumer dans les hôpitaux. Pas comme maintenant. Et du coup, elles venaient m'aider plusieurs fois par jour. J'ai vu des poissons, oui, effectivement, dans toute la mer Baltique, mais c'est surtout dans certaines zones qu'ils avaient des plaies. Et ces plaies pouvaient être profondes, mais je ne pourrais pas dire si c'était lié au gaz. Ça ressemblait presque à des tumeurs ou à quelque chose dans le genre. Pour venir en aide aux pêcheurs, la marine royale danoise a pour mission de décontaminer les navires pollués par du gaz. Une unité de démineurs se tient donc prête à intervenir en permanence sur la zone. Comme les bombes sont dans l'eau depuis longtemps, le métal est complètement corrodé. Il y a parfois du gaz moutarde mêlé à la vase ou dans les fonds marins. De nos jours, ça remonte. Et normalement, quand on trouve la bombe entière, elle contient environ 50 kg de gaz moutarde. Et à l'intérieur, il y a un engin explosif d'environ 3,7 kg. La corrosion est lente, mais bien réelle. Ici, au Danemark, le gouvernement a décidé pour les pêcheurs exposés au gaz de combat d'apporter une indemnisation en contrepartie de la pêche contaminée. Nous sommes le seul pays de la Baltique à le faire. Cette mesure permet à la marine de recueillir des statistiques sur la quantité d'armes chimiques remontées par les pêcheurs.
Mais ces informations ne sont pas vraiment représentatives, car les interventions en mer sont loin d'être systématiques. En effet, les marins préfèrent souvent rejeter les obus en mer pour éviter une immobilisation de leur navire. Les données recueillies par le Danemark se limitent donc aux seuls marins danois qui se manifestent et ne comptabilisent pas les bombes récupérées par des chalutiers allemands, polonais, russes et norvégiens qui naviguent également dans les eaux de Bornholm. Si les gaz de combat blessent les marins, on peut s'interroger sur l'état de santé des poissons pêchés dans la Baltique. Dans le cadre de notre programme de recherche et d'évaluation des armes chimiques en mer, nous avons étudié les cabillots sur les sites de munitions et en dehors. Sur les sites de déversement, nous avons découvert sur les cabillots des tumeurs, principalement localisées sur les reins et le foie. Mais le plus alarmant, c'est l'incapacité des poissons les plus jeunes à se reproduire. Nous étudions actuellement Bornholm en prélevant des échantillons de poissons et certains se sont déjà révélés positifs. Savoir si les poissons sont contaminés est la question que s'est posée l'Institut Alfred Wegener pour la recherche polaire et maritime. Les scientifiques de l'Institut ont analysé le site de déversement de Bornholm et participé à plusieurs études sur l'introduction d'agents toxiques dans la pyramide alimentaire et dans l'environnement. Après avoir observé la population de cabillots, ils s'intéressent à l'impact de l'arsenic, un composant du gaz moutarde, sur les moules bleus, pêchés dans la Baltique et consommés dans toute l'Europe. Donc si vous exposez les moules à ces composés, elles les métabolisent. Et elles métabolisent proportionnellement à leur degré d'exposition. Et même au degré d'exposition le plus faible, il y a des effets. C'est une chose de rechercher et d'étudier le degré de concentration d'un composant dérivé d'un agent militaire dans un organisme que vous voulez consommer, que ce soit la chair d'un poisson ou d'une moule. Ça, c'est une chose, et on peut débattre des limites autorisées et qui n'auront pas d'effet sur le consommateur. Mais de mon point de vue, et c'est tout à fait personnel, il n'y a qu'une question. Acceptons-nous qu'il y ait des traces de munitions faites pour tuer des humains dans notre alimentation? Ce que l'on sait de l'état de l'eau et des sédiments, c'est que partout où les munitions ont été déversées, on trouve des traces de substances qui s'échappent des munitions corrodées au niveau des sédiments, mais aussi dans les eaux profondes. Il y a donc un risque réel de voir les animaux marins métaboliser les substances présentes dans leur environnement. Après avoir étudié la situation de nombreuses années, nous considérons qu'il s'agit d'une véritable bombe à retardement pour l'écosystème. Le problème des armes chimiques vient s'ajouter aux effets du réchauffement climatique et de la pêche industrielle. Les études scientifiques sont alarmantes. Selon l'Institut océanographique de Moscou, il suffirait qu'un sixième de ces substances s'échappe dans la Baltique pour supprimer toute forme de vie pendant un siècle. Si rien n'est fait, l'océan ne sera probablement plus peuplé que de méduses. Je suis frappé par le contraste opposant les dangers invisibles qui menacent le monde sous-marin et la beauté sereine de la surface.
Les plages de dunes qui longent le littoral danois mènent au détroit de Skagerrak, où les eaux de la mer Baltique se mêlent à celles de la mer du Nord. C'est justement ici que se trouve le plus grand site officiellement répertorié en mer du Nord. Entre 1946 et 1948, les Américains et les Britanniques se sont débarrassés de l'arsenal chimique nazi retrouvé dans leur zone d'occupation, en envoyant par le fond toute une flotte de navires militaires, les cales pleines de produits toxiques, au cours d'une opération appelée David Jones Locker. Durant l'opération David Jones, les États-Unis ont largué 296 000 tonnes d'armes chimiques au large du Danemark. Au départ, il devait y avoir 7 épaves remplies de munitions. Nous avons commencé à enquêter et à chercher les munitions immergées dans les mers danoises et nous avons découvert plus de 20 navires remplis de munitions. Partout dans le monde, là où est indiqué une tonne de munitions, on en trouve des centaines de tonnes. Là où on nous signale un navire, on trouve des dizaines de navires remplis de munitions. Ces zones sont clairement identifiées, en tout cas dans la Baltique. Il y a des zones dans lesquelles les pêcheurs ne peuvent pas se rendre parce qu'on sait qu'il y a des centaines de milliers d'obus qui jonchent le fond de la mer. Et idem pour les Britanniques qui ont communiqué au cours des 20 dernières années de manière assez transparente sur les dépôts sauvages, que ce soit en mer d'Irlande ou au large de l'Écosse. C'est vrai qu'en France, même si voilà, les experts savent beaucoup de choses, eh bien, la communication, ou du moins quand la demande d'information est faite, elle se voit souvent opposer un refus. Et en effet, en France, il n'y avait aucune information officielle avant qu'un site ne soit découvert accidentellement. Car c'est en cherchant des déchets nucléaires déversés par les Belges et les Anglais dans la Manche, au large de Cherbourg, que l'association écologiste Greenpeace a découvert des armes chimiques bien plus anciennes. Lorsqu'un site sous-marin présente toutes les caractéristiques pour déverser discrètement des déchets, il n'est pas rare d'y voir cohabiter plusieurs strates historiques de nos conflits. La plus grande menace aujourd'hui n'est plus militaire, mais environnementale. Je me demande pourquoi l'armée française continue de maintenir un secret défense absolu sur les immersions dans ses eaux territoriales. Sur les armes chimiques de 14-18, si vous voulez, c'est pas une question qui met en péril la défense nationale française. Enfin, qu'on m'explique en quoi, voilà, que certains ne veuillent pas trop révéler les pratiques qui ont été faites parce qu'ils craignent une responsabilité de l'État sur d'éventuels dommages en matière d'environnement, ça, c'est probablement exact, mais ça relève pas du secret défense. Une fois débarrassées des stocks des 2 guerres mondiales, les munitions chimiques retrouvées sur les champs de bataille ont elles aussi été immergées, jusqu'à ce que la Convention de Londres de 1973 mette un terme à cette pratique. Manifestement, la France n'en a pas tenu compte puisque les munitions ont continué à être discrètement jetées par-dessus bord jusqu'en 1997, date à laquelle un des accidents les plus graves a touché un bateau de la Marine nationale. Au cours d'une opération d'immersion au large de Cherbourg, une explosion fait 5 morts et 17 blessés. La justice a reconnu la faute inexcusable de l'État et l'a condamné à verser 1 million d'euros d'indemnité aux familles. Une goutte d'eau, comparée aux investissements que représenterait une alternative aux immersions. Quand vous avez des centaines de milliers d'obus corrodés, difficilement manipulables, qui ont passé plus d'un siècle dans la terre et que vous les découvrez, ça pose un certain nombre de problèmes. Et pour tout dire, pendant très longtemps, jusqu'au milieu des années 80, ces stocks étaient détruits de manière absolument non écologique, hein, notamment en baie de Somme, sous forme de pétardement, c'est-à-dire que
Ça risque de choquer beaucoup de gens, hein, évidemment, mais on utilisait une technique qui était très simple. On attendait que la mer se retire en baie de Somme, et vous savez, en baie de Somme, la mer se retire très très loin. On faisait un grand trou, la pelleteuse, dans le sable. On mettait 80% de munitions conventionnelles, 20% de munitions chimiques. On recouvrait de sable, on attendait que la marée remonte, et boum! Il n'y a aucune différence avec les immersions en mer, parce qu'en les dispersant sur la plage, la marée les remettra dans l'eau. Pourtant, tous les pays du monde ont commencé par faire sauter les munitions sur terre ou en mer, car c'est un moyen plus économique qu'un dispositif de retraitement adapté. Lorsqu'en 2001, le président du Sénat, Gérard Larcher, a interrogé Michel Sapin, directeur de la Défense et de la Sécurité civile, lors d'une audition qui n'a pas été filmée, ce dernier a ironisé en déclarant « À part quelques poissons qui auraient pu se plaindre, le pétardement en mer n'a jamais posé problème. » La remarque de Michel Sapin était évidemment grotesque. Les poissons sont jamais pleins. On a rarement vu des poissons déposer plainte au tribunal d'instance. Mais d'un point de vue écologique, c'était vraiment une hérésie, ce pétardement en baie de Somme. Et heureusement que ça s'est arrêté. Alors, que doit-on faire? Ramasser les munitions, les détruire de façon écologique. Il faut les faire disparaître. La Convention d'interdiction des armes chimiques, dont la France est signataire depuis 1993, indique que chaque pays est responsable des munitions retrouvées sur son territoire. Comment expliquer que des pays comme l'Allemagne et la Belgique, dont le budget militaire est faible, travaillent sur des solutions depuis 1980, alors que la France ne fait rien? La défense hexagonale dispose de la somme abyssale de 34,2 milliards d'euros, l'équivalent de l'armée russe, pourtant considérée comme la deuxième force militaire de la planète. Je pense qu'à partir du moment où vous êtes ministre de la Défense, on vous dit qu'il faudrait quand même, monsieur le ministre, qu'on se dote d'un outil industriel pour éliminer tout ça. Vous dites, ça coûte combien? Alors on vous dit 30, 50, 100 millions, enfin, etc. Vous avez un budget très serré, vous dites c'est urgent, qu'est-ce qu'on en fait actuellement? Monsieur le ministre, on les stocke. Bon, on verra plus tard. Hein. Repousser à plus tard. C'est ce que fait la France depuis plus de 20 ans. Ainsi, les armes chimiques françaises ont d'abord été entreposées à l'air libre, au milieu d'un champ à Vimy, dans le Pas-de-Calais, au mépris des règles minimales de sécurité pour la population locale. Mais des accidents, des explosions et des fuites de substances toxiques ont pressé le ministère des Armées à déplacer les munitions à la discrétion d'un terrain militaire. Les obus ont donc déménagé à la base de Suippes, dans l'Aube. Ce camp avait déjà hébergé une partie de la force de frappe nucléaire. Et c'est d'ailleurs dans les silos Pluton des missiles Hadès, le dieu des enfers dans la mythologie grecque, qu'ils sont entreposés. L'armée française est la seule à ne pas m'avoir accordé d'autorisation de tournage. Et je n'ai pas pu filmer le camp. Mais j'avais filmé, il y a 10 ans, le même type de silo semi-enterré, dans le nord des États-Unis. Un siècle après la fin de la Grande Guerre, des munitions historiques croupissent donc dans des alvéoles d'anciens missiles nucléaires. Ce symbole m'interroge sur l'avenir des munitions fabriquées par la Direction générale de l'armement. Car si la France n'est pas capable, pour des raisons uniquement politiques, de prendre en charge des armes centenaires, qu'a-t-elle fait de son important arsenal nucléaire obsolète? C'est toute une question qui hante l'humanité depuis des siècles. C'est qu'à chaque fois qu'une nouvelle technologie apparaît, on ne se pose pas toujours la question, mais qu'est-ce que ça va devenir? Bon, donc c'est pas à nouveau simplement dans les obus chimiques. On a quand même mis en France un siècle avant d'utiliser des méthodes, disons, comment les qualifier, de technologie avancée. La technologie choisie par la France pour détruire tardivement son arsenal chimique terrestre sera exploitée par un programme de démantèlement appelé Sequoia.
Sequoia n'est pas un nouveau trait d'esprit de Michel Sapin, mais une usine militaire actuellement en construction dans l'Aube que je n'ai pas été autorisé à filmer. Ces refus systématiques à mes demandes émanent d'une des structures les plus opaques de l'État français, la Direction Générale de l'Armement. La DGA a confié la construction de l'usine à un groupe militaro-industriel, rapidement poursuivi en justice pour trafic d'influence et pots de vin. Le projet Sequoia, 20 ans après son lancement, n'est toujours pas opérationnel. Vous savez, en matière de corruption, pas particulièrement à la défense, mais la France n'est pas bien située. Et, toutes les évaluations de transparence internationale, notamment, montrent qu'on a de grands progrès à faire. On a perdu effectivement ces 20 ans par rapport aux Belges et aux Allemands, ce qui est d'autant plus dommage que nous avons, avec les Belges, les stocks de munitions chimiques anciennes les plus importants. Afin de mettre un terme aux immersions en mer de ces munitions, l'armée belge a développé un centre de démantèlement à Poelcapelle, qui fonctionne depuis une vingtaine d'années, malgré un budget militaire restreint. Les démineurs y traitent les obus retrouvés tous les jours dans les champs de Flandre. Ce que vous voyez ici, c'est une partie des munitions de la Première Guerre mondiale que l'on a retrouvées dans notre zone. Pour nous, c'est un peu une sorte de bibliothèque dans le sens où on y garde une référence des munitions. Dans notre zone, l'année dernière, nous avons retiré quelques 230 tonnes de munitions. Cela équivaut grosso modo à 8-9 000 obus. Et ce ne sont que des obus de plus de 75 mm. Les obus les plus petits, comme les grenades à main, etc., ne sont pas comptabilisés. Et les obus vides non plus. Il n'y aura pas de changement au cours des prochaines décennies. Nous estimons que le nombre de munitions déterrées tous les ans restera plus ou moins constant pour les 30, 40 ou 50 années à venir. Nous allons donc continuer notre travail quotidien de déminage. Le centre propose une solution au traitement des très nombreuses munitions terrestres. Le site pourrait-il prendre en charge les 35 000 tonnes d'armes englouties face à Knock? La capacité de destruction de ces armes est quand même très limitée. C'est un travail encore très manuel. Obus par obus doit être inspecté, visualisé. Donc la masse explosive doit être localisée et cela passe au rayon X. Donc il y a encore une manutention très importante qui s'impose. Dans notre travail, on ne peut pas exclure les accidents. Il arrive donc en effet régulièrement qu'il y ait des incidents. Les problèmes que nous rencontrons le plus souvent sont des brûlures dues au gaz moutarde, à l'hypérite. Et puis, il y a de plus petits incidents, des munitions qui s'enflamment ou qui explosent, causant des blessures. Actuellement, à Poelcapelle, des munitions chimiques arrivent tous les jours des anciens champs de bataille de Flandre. Que se passerait-il si vous arriviez avec des milliers, des dizaines de milliers de munitions du site immergé du Paardenmark, avec qui plus est une corrosion très rapide, car elle serait à l'air libre et donc très exposée à l'oxygène environnant. Je suis convaincu que si on ne retire pas ces munitions, les océans vont mourir. C'est une question de temps. Ce que nous devons faire maintenant, c'est développer un traité international, une fondation internationale pour s'occuper de ces sites.
Nous pouvons les nettoyer. Dans le cas des munitions déversées en mer, nous devons peser les risques. Vaut-il mieux les laisser là où elles sont ou bien les récupérer? La récupération peut s'avérer dangereuse. Il faut toujours avoir ça à l'esprit. Il faut beaucoup observer et penser les situations en collaboration avec les autorités et les associations environnementales afin de savoir ce qu'il en est, comment se développent les choses et pouvoir agir en conséquence. Seulement, pour pouvoir réagir, il faut développer les technologies nécessaires. C'est pour ça qu'il est vraiment important de développer ces technologies. Mon enquête me ramène en Allemagne, là où tout a commencé. Le camp de Münster, un épicentre du programme chimique allemand pendant la Première et la Seconde Guerre mondiale, est situé au cœur d'une épaisse forêt, aujourd'hui encore lourdement contaminée. Au début du XXe siècle, ce camp était pionnier dans la conception d'armes chimiques. Aujourd'hui, il est à la pointe des techniques de décontamination en Europe. L'Organisation pour l'interdiction des armes chimiques a sollicité le savoir-faire allemand pour détruire le gaz moutarde, le chlore et le sarin saisi récemment en Syrie. Un jour, peut-être, ce centre détruira les munitions immergées près des côtes allemandes de la mer du Nord et de la Baltique. Pour le moment, les solutions concernent essentiellement les armes retrouvées à terre. La question des munitions immergées et des dégâts qu'elles produisent est encore devant nous. Nous ne devons plus laisser cela aux mains des seuls militaires. Nous devons créer une autorité civile pour développer des solutions et retraiter ces munitions. Tant que les autorités militaires seront seules à s'en occuper, si elles ont le choix entre acheter un tank, un avion ou un bateau et nettoyer un site avec des munitions, à votre avis, quel sera leur choix? Depuis 1997, en Allemagne, c'est une entreprise publique qui prend en charge le démantèlement et la décontamination pour le compte du ministère fédéral de la Défense. La communication, même dans une forme d'expression militaire, se doit d'être transparente. Notre stratégie est de rester le plus transparent possible pour que la population soit un maximum impliquée dans notre travail et qu'elle n'ait pas l'impression qu'il se passe des choses dans son dos. Les résidus métalliques qui subsistent à la destruction des éléments chimiques sont réduits en ferraille, qu'on déverse dans des containers. Ces petites pièces de métal seront recyclées en vélo pour enfants, en train d'atterrissage, ou redeviendront, peut-être, des obus pour les chars que j'entends s'entraîner au loin. Il y a d'une part les sites dont nous sommes responsables et qui sont dans nos eaux territoriales, et puis il y a toutes les zones que nous avons créées ailleurs, dans les eaux internationales, qui sont quand même un petit peu un patrimoine de l'humanité également. Donc il y a une responsabilité qui va au-delà de la responsabilité nationale. Il y a 10 000 ans, la mer du Nord n'existait pas. Et une immense forêt reliait la France à l'Angleterre. À la fin de mon tournage, j'ai rencontré un pêcheur néerlandais qui remonte dans ses filets des ossements de mammouth, mélangés aux obus des guerres mondiales. Au début, je ne savais pas du tout ce qu'était un mammouth, alors que j'avais peut-être déjà rejeté un mammouth complet par-dessus bord.
Et voici un des plus grands fragments de défense. Si elle avait été complète, elle aurait sans doute été l'une des plus grandes du monde. C'est une pièce de plus de 100 kilos. Cette découverte m'a fait réaliser la durée de nos pollutions. Ces traces que nous laissons dans notre sillage. Ces fossiles proviennent d'une époque où la mer du Nord n'existait pas, alors que les armes chimiques empoisonneront probablement la mer pour les siècles à venir. Car que restera-t-il de notre civilisation, sinon ses déchets ? La mer est un monde où toute chose est troublée. Même notre passé s'y transforme en oubli. Les sites de déversement ont été oubliés, volontairement ou par imprudence. Or, c'est justement l'oubli qui représente le plus grand des dangers. Aujourd'hui, la mer, d'où la vie est venue, est menacée par une bombe à retardement qui pourrait détruire l'essentiel des êtres qui la peuplent.